J'ai souhaité faire cette vidéo pour vous aider à rédiger votre rapport bibliographique qui nécessite une forme de rédaction qui est propre à ce genre de rapport. Et j'ai choisi comme exemple un article que j'ai publié dans les techniques de l'ingénieur. Alors je choisis cet article en toute modestie, hein, puisque l'idée c'est de choisir un article ici que je connais pour vous montrer comment moi j'ai choisi de rédiger un rapport bibliographique puisque cet article porte précisément sur l'état de l'art en termes de mouillabilité des surfaces superhydrophobes et superhydrophobes. Alors l'article voici, c'est un article que vous pouvez télécharger normalement sur technique de l'ingénieur. Et vous avez ici le sommaire. Nous, on va s'intéresser à cette partie 3 ici, pour vous montrer, pour vous donner des exemples de phrases qui permettent de raconter votre travail bibliographique, en tout cas d'établir un état de l'art dans un domaine. Alors, je m'en vais vers le chapitre 3, voilà, qui est ici. Alors, on va passer sur la définition. Commence par les aspects historiques. Alors les aspects historiques, c'est déjà une façon particulière de rédiger cette chose-là, si c'est votre cas, puisqu'on a un aspect temporel. Hein. C'est-à-dire que là, on va essayer de trouver les premiers travaux qui portent sur le sujet. Et vous voyez, je les cite ici, hein, sur la base des travaux de Bartel et Shepard, Detre et Johnson, sur la base des travaux de Bartel, hein, Detre et Johnson ont mis en évidence dans les années 60 au travers d'une expérience célèbre et fréquemment citée dans la littérature, l'effet de la rugosité sur les angles de contact à l'avancée au retrait. Dans ce travail, les auteurs utilisent, donc vous voyez que là, je vais rentrer dans le détail de la manip, c'est-à-dire que je raconte comment Detre et Johnson ont fait l'expérience pour mettre en évidence la superhydrophobie. Donc je raconte, ils ont utilisé des microbilles de verre, donc ils ont fait varier la rugosité, enfin l'assemblage de billes dans une cire. Ils ont fait varier la rugosité de cet assemblage-là par recuit, etc. Et après, je continue dans le temps. Ce n'est que plus tard, vers la fin des années 90, qu'a véritablement débuté l'engouement pour les surfaces superhydrophobes suite aux travaux de Nalmus et Barker. Et je cite ces travaux. Donc notez bien qu'ici, je cite les deux auteurs de l'étude, et en français et en anglais, quand il y a deux auteurs, alors quand il est seul, on met juste d'être, par exemple, à montrer, et là ils sont deux, donc on met les deux, d'être et Johnson. On va voir comment on fait dans la suite lorsqu'ils sont plusieurs. Mais après chaque citation de travaux, ou même ici en préambule, dans ce travail, mais le travail c'est celui-là, je mets le numéro de la référence entre crochets, et ce numéro se rapporte à la liste de références dans la partie bibliographique et à la fin normalement du rapport. Donc ça c'est vraiment une forme assez particulière quand on est dans une narration d'une histoire. Mais quand on fait un état de l'art, mettons un instant donné, on va regarder comment on peut faire, ou des phrases types pour introduire vos références, vos articles que vous aurez trouvés pendant votre recherche bibliographique. Et pour ça, on va travailler sur cette partie-là en citant des exemples de surfaces naturelles. Voilà. Donc dans tous les cas, quand vous faites un début de chapitre, paragraphe comme cela, il faut faire une petite phrase d'introduction. Hein. Donc là, c'est évident, c'est que dans cette partie-là, dans ce paragraphe-là, on va citer des exemples de surfaces naturelles qui présentent des propriétés superhydrophobes. Donc là, je resitue, depuis les travaux de Bartlett sur la superhydrophobie de la feuille de lotus, voire ci-dessus, hein, la cité ci-dessus, de nombreuses surfaces naturelles aux propriétés superhydrophobes et superhydrophobes ont été découvertes dans la nature, à la fois dans le monde végétal et dans le monde animal. Ça, c'est quelque chose de très général. Hein, on ne met pas de référence, c'est votre phrase à vous. Si c'est une phrase que vous avez prise d'un article de review, il faut rigoureusement, normalement, mettre des guillemets au début, hein, jusqu'à la fin de la citation, quoi. Citation, c'est-à-dire que du texte que vous citez. Hein, là, on est vraiment si vous ne faites pas, on est dans un cas de plagiat. Ici,
vous voyez, Darmanin et Guittard, donc les deux dans l'étude référencée numéro 50, ont récemment proposé dans un article de revue une liste de ces surfaces. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, je me suis inspiré pour faire mon article de revue d'un autre article de revue de Darmanin et Guittard. Donc je les cite. Il faut citer tout ce qui vous a inspiré pour faire votre rapport. Donc eux, je les cite, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Ils ont fait ce travail-là, on s'en est inspiré, on les cite. Et on ne prend pas de phrases qui sont toutes faites dans le rapport et on les colle dans notre rapport. Ça, c'est du plagiat de texte. Hein, facile d'écrire un texte à nous ici, d'autant qu'on les a cités. Donc on a là la conscience tranquille. Hein. On a dit que bon, ça c'était un article support pour nous pour parler de ces surfaces naturelles. Et après, je commence à énumérer. Ok. Par exemple, la feuille de lotus. Et dans la feuille de lotus, vous voyez, quand je parle de la feuille de lotus, je mets l'article qui m'a servi à raconter cet exemple-là. Hein. Mais cet article-là, si vous voulez, il se trouve peut-être dans l'article de Darmanin et Guittard ici. Ok. Donc, moi, même si je prends un exemple, je suis allé rechercher la référence de cet exemple de la feuille de lotus. De plus, je l'ai ici inséré, vous voyez, dans une planche. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un travail que vous pouvez faire, ça assez long, pour faire une planche qui est propre. Mais il se trouve que dans le cas de la feuille de lotus et tous les cas que je cite, par exemple, la feuille de lotus, donc A pris une feuille de lotus, référence 51, je mets la référence 51, dans laquelle j'ai choisi de mettre, dans laquelle j'ai pris les images donc de la feuille de lotus, de microscope électronique à balayage, puisque c'était mon idée de présenter l'objet macroscopique et après de montrer la structure qui conduisait à la superhydrophobie. Okay, et ça c'est pareil même dans les exemples que j'ai trouvé moi, peut-être celui-là, et qui ne sont pas dans l'article de revue de Darmanin et Guittard. D'accord. J'en ai fait d'autres ici. Donc ça, je crois me souvenir, c'était vraiment mes planches à moi, d'autant que j'ai combiné ici deux références pour cette histoire de sauterelle. Ok. Il y a j'ai pris des images de deux références différentes, mais dans le texte, je cite toujours l'image, ok, avec les deux références. Et vous voyez, on va le lire là. Parmi celles-ci, donc les surfaces supériophobes, nous pouvons citer les surfaces de certaines sauterelles, comme celle de la figure 9A, sur laquelle se trouvent des objets sphériques submicrométriques, sphères en nid d'abeille appelées brochosomes. Ok. Donc ça, c'est moi qui ai fait le texte à partir de ces articles 57 et 58. D'accord. Alors on va poursuivre cette discussion-là sur maintenant ce paragraphe-là, des exemples de surfaces synthétiques supériophobes et de leurs applications. Alors là, vous voyez qu'il y a tout un texte à nouveau d'introduction, ok, on va lire au moins le début, essentiellement motivé par le vaste champ d'application et le développement récent des techniques de micro- et nanofabrication. De nombreuses équipes ont proposé des stratégies pour produire des surfaces superhydrophobes et supérophobes. Vous voyez que ça c'est une phrase qui est totalement générale, mais qui permet simplement d'introduire ce qui va apparaître dans la suite, quoi. Alors d'une façon générale, ces stratégies consistent à produire une texture de surface à l'échelle micro et ou nanométrique. L'énergie de surface du matériau non texturé est également un paramètre déterminant. Celle-ci, l'énergie de surface, étant de préférence faible, même s'il a été finalement montré que des matériaux relativement hydrophiles peuvent être texturés pour produire des surfaces super hydrophobes, etc. Vous voyez que là, on reste quand même assez général, à part peut-être ici. Ok, mais on reste assez général. C'est mon texte qui permet d'introduire la série de publications qui ont trait à ce sujet-là. Donc, encore une fois, une série d'exemples. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, voilà, donc c'est un nouveau paragraphe. Il existe un très grand nombre de techniques et stratégies permettant de produire des surfaces superhydrophobes ou supérhydrophobes, au sujet desquelles des articles de revue sont régulièrement publiés. Vous voyez, encore une fois, je cite des articles de revue qui m'ont aidé à faire cet article de revue. Okay, et après, moi, je choisis là-dedans des techniques que je peux encore creuser, c'est-à-dire dans l'article de revue, je peux trouver un article que je peux creuser, okay, pour trouver encore d'autres articles. Mais là, j'ai choisi ces différentes techniques qui sont listées là, vous voyez, la texturation
Alors, la texturation laser, les dépôts sol gel, l'électrofilage, etc. Alors, pour la texturation laser, ici, je fais ma phrase à moi en disant un peu comment ça marche. C'est quand même des choses que j'ai appris de ces articles-là. Ok? Des articles de revue. Et après, on allait voir dans les articles comment ça se passe, cette texturation par laser. Alors, c'est une petite phrase, l'interaction faisceau-matière produit une restructuration et un arrachement de matière qui produit la texture à l'origine des propriétés super hydrophobes. Ça, c'est le principe général. Je reste assez général. Et après, je cite deux exemples. Celles-ci ont été obtenues par exemple. Donc, je mets exemple. Ça suppose qu'il y en a d'autres, des articles directement après l'usinage, dans du polydiméthylsiloxane, un silicone élastomère, ou sur du titane. Là, j'ai choisi deux matériaux. Mais il y en a d'autres où on utilise une texturation laser pour faire des propriétés super hydrophobes. C'est pourquoi je préviens, je dis que c'est un exemple. Et je cite encore une fois ici la référence, quand je parle de la texturation dans un élastomère. J'aurais pu en mettre d'autres, hein, pas forcément exhaustif. C'est difficile de faire quelque chose d'exhaustif. Ou alors vous faites un article de revue principalement porté sur la texturation de silicone élastomère par laser. Okay, et dans ce cas-là, effectivement, là, vous n'allez pas mettre qu'une publication, vous allez mettre toutes les publications qui portent sur la texturation de polydiméthylsiloxane ou de silicone élastomère par laser. Mais là, j'ai choisi deux matériaux, voilà, l'élastomère et le titane. Et encore une fois, ici, pour aider à la lecture et puis montrer des choses concrètes, j'ai fait une planche d'image avec les résultats de ces texturations ici laser en A et en B. Et vous voyez qu'encore une fois dans la référence, quand je cite le A, je mets la référence 65 et B, je mets la référence 66. Donc ça c'est quelque chose quand même à faire de façon extrêmement rigoureuse. Alors on peut regarder encore la suite. Cette fois-ci dépôt sol-gel. Alors moi je fais ma remarque par rapport au dépôt sol-gel sans rentrer dans le détail de la technique, sauf si encore une fois c'était votre sujet. Mettons votre sujet était le dépôt sol-gel pour l'élaboration de surfaces super hydrophobes. Et dans ce cas-là, vous aurez bien sûr fait tout un rapport sur ce sujet avec plus de références, la façon dont ça marche, etc. Moi, je mets juste une phrase ici. L'avantage de cette approche est qu'elle permet le dépôt d'une texture pour une large gamme de substrats. Donc, sur une technique qui est assez versatile finalement. Et là, vous voyez, j'ai choisi encore une fois ces gens-là, Min et Hall. Alors, ces gens-là, c'est-à-dire Min, c'est le premier auteur de l'étude. Et al, ça vient du latin et ali, et autres. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs auteurs, plus que deux, vous ne mettez pas machin et machin, vous mettez machin et ali. Donc, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Et ici, tout de suite, la référence. Ont ainsi produit des fibres de coton sur par suivi par des pots. Mais c'est encore un exemple, quoi. Un autre exemple est la fonctionnalisation d'alliage de cuivre par croissance de bâtonnets nanométriques. Et je mets la référence. Vous voyez, c'est à vous de faire le tri dans vos publications. Il y voilà qui parle, qui a raconté la façon de faire une surface super hydrophobe par un dépôt sol-gel. Donc vous voyez qu'en fonction du sujet, on peut être très vite submergé par le nombre de publications. Hein. Vous allez sûrement tomber sur des articles de revue avec plusieurs centaines éventuellement d'articles. Hein. Donc là, c'est pas ce qu'on vous demande. Hein. On vous demande au moins d'aborder ce travail bibliographique. Donc ça, c'était pour les techniques. Évidemment, après, il y a des applications. Donc encore une fois, alors regardez, là je mets un avertissement à la suite de cette liste. Les approches proposées peuvent être complexes, comprendre de nombreuses étapes et combiner différentes techniques. La liste ci-dessus est proposée à titre d'exemple, afin de présenter différentes textures, et n'est de loin pas exhaustif, tant les références à ce sujet sont nombreuses. Hein, on peut prévenir ça comme ça simplement. Ça c'est un texte que vous pouvez reprendre hein, à votre compte, parce que c'est toujours valable hein, quand on n'a pas fait un travail biblio exhaustif. Comme par exemple on peut le faire pendant une thèse ou pendant notre travail, quoi, à force de faire une veille des articles publiés. Voilà, bon, on dit qu'il doit se référer aux articles régulièrement au sujet. J'avertis que c'est pas figé là, parce que ça bouge beaucoup dans ce domaine. Alors, bon, vous voyez ici la phrase d'introduction pour les applications, elle est bien courte. Hein. De nombreuses applications sont pour l'heure proposées pour ces surfaces super hydrophobe et super hydrophobe. Et là, je mets un article de revue, encore une fois, qui liste
les applications. Parmi celles-ci, nous pouvons citer, et là encore une fois, moi j'ai choisi les applications que je trouvais les plus pertinentes et sur lesquelles on a peut-être oui, le plus de publications, quoi. C'est-à-dire c'est pas des cas isolés, quoi. Et là, par exemple, dans la rédaction, vous voyez que les références, je les ai mis à la suite du titre. Ok? Qu'on aurait pu faire également avant. Voilà. Encore une fois, je rappelle que c'est pas une liste exhaustive, etc. Ok? Donc là, je pense que vous avez peut-être des exemples de syntaxe que vous pouvez reprendre, hein, pour citer vos références.